Si on dépasse les 30-40 cm, il n'y a plus de site anatomique fonctionnel d'absorption des vitamines B12. Pour les autres, le problème donc, ne se pose pas vraiment, sauf s'il y a donc une excision, une désection donc étendue du muscle, de l'intestin grêle. Quels sont les facteurs qui interviennent pour l'absorption du médicament? Ce sont des conditions alimentaires qu'il faut aussi les rappeler. Plusieurs facteurs donc, peuvent modifier l'absorption du médicament, essentiellement chez un patient présentant donc un système digestif, bien type digestif, entre parenthèses pathologique. Le facteur le plus important, c'est la longueur de l'intestin. La surface d'absorption dépend directement de la longueur de l'intestin. Ok? Donc si on vous dit qu'il y a donc une surface d'absorption entre 200 et 300 mètres carrés, chez un patient, on fait une excision de, je donne un exemple, 1 mètre, donc ça va diminuer cette surface d'absorption pratiquement un cinquième. Ok? Donc ça dépend directement, la surface d'absorption dépend directement donc, de la longueur intestinale. Et bien sûr, ça dépend du site spécifique d'absorption et si l'excision l'a touché ou non. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont moins importants, mais qui seront très importants chez les sujets stomisés, et en particulier le temps de vidange gastrique. Ça c'est important, il faut le prendre en considération pour l'absorption de médicaments, et le temps du transit intestinal. Plus le transit est ralenti, plus la possibilité d'absorption est importante. Plus le transit est accéléré, plus cette absorption est faible. Au niveau de l'intestin grêle, vu donc la grande surface d'absorption, le flux sanguin donc important, le site d'absorption principal pour les médicaments. Et s'il y a plus donc l'intestin grêle est réséqué, plus le risque de non-absorption, mais de problème d'absorption est important. De ce fait, donc les sujets iliostomisés ont plus de risque d'avoir des problèmes d'absorption de médicaments ou autres que chez un sujet ayant subi une cholécystectomie, qui ont subi donc qui a une colostomie. Donc ce schéma résume un peu donc, cette problématique d'absorption donc, de médicaments. Chez un patient donc, stomisé, il y a un vrai problème, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a donc beaucoup de réponses qu'on essaie donc, de les déterminer. Chez les sujets colostomisés, le problème est moins prononcé. Pour le patient avec une colostomie distale, ça rejoint un peu donc un sujet normal. Il n'y a pas vraiment sur le plan pratique de problème d'absorption. Ok? Parce que tout simplement, il a son intestin grêle, son duodénum, jejunum et iléum, une partie très importante, voire même la totalité donc, du côlon. Donc le problème, je répète, se pose essentiellement pour les patients iliostomisés. Pourquoi ce problème? Parce que d'une part, il y a l'excision intestinale, et en particulier pour les lions. Il y a un deuxième facteur qu'on oublie souvent, c'est celui de l'exclusion de l'intestin en aval. Je m'explique. Chez un patient stomisé, ou bien iliostomisé, il y a une excision. Mais tout ce qui reste de l'intestin, il n'est pas fonctionnel. Parce que tout simplement, il n'y a pas de passage de la bol alimentaire vers le reste du tube digestif. Donc, c'est exclu, c'est non fonctionnel. Ok? Ça, c'est important. Donc, pour ces raisons-là, donc, les problèmes donc, se posent essentiellement chez les patients iliostomisés que les patients donc, avec une colostomie. Voilà un schéma qui résume un peu donc, les choses. Chez un sujet normal, voilà le tube digestif. Chez un patient stomisé, voilà son tube digestif. Même si le support anatomique est là, le côlon est là, une partie de l'intestin est là, elle n'est plus fonctionnelle. Il n'y a plus de passage du produit, c'est stomisé, donc il n'y a plus de passage donc, alimentaire ou autre vers le reste de l'intestin. Ça, c'est très important. Pour essayer de répondre à notre question, la question d'absorption médicamenteuse, il faut voir le stomisé de façon complètement différente. Voilà le stomisé. On va essayer de travailler actuellement maintenant sur ce schéma. C'est du tout un sujet normal. Au moins concernant donc, les particularités pharmacologiques et chez donc, ces patients-là. Quels sont les problèmes qui se posent pour un patient donc stomisé?
essentiellement le problème d'absorption. Ok? Il y a d'autres problèmes qu'il ne faut pas donc oublier et qui posent une source de stress pour le patient, type tout simplement décoloration des selles. Vous mettez dans les conditions de situation d'encréase, c'est un patient qui a été opéré pour un cancer du côlon, une maladie inflammatoire grave de l'intestin, et par la suite, il découvre ou bien constate cette modification de coloration de cancer. Pour lui, soit qu'il y a un problème de l'intervention, ou bien il y a une récidive de la pathologie. Donc tout l'intérêt d'avoir donc un contact direct avec le clinicien et avec surtout l'infirmier stomathérapeute pour essayer donc d'expliquer ces phénomènes entre parenthèses physiologiques après donc une stomie et essayer donc de soulever ces différents problèmes et donner donc la bonne réponse. Donc il n'y a pas de problème vraiment de problème pour le côlon donc descendant et sigmoïde. Et surtout, le problème se pose, je répète, pour le patient donc iliostomisé. Un malade iliostomisé, et en particulier, même s'il prend un traitement médical avec une dose suffisante dans les règles, c'est-à-dire donc en dehors d'une prise alimentaire et tout ça, tout en respectant donc l'horaire, il risque d'avoir donc un traitement, donc risque d'avoir donc un traitement inefficace entre parenthèses, sans effet thérapeutique souhaité. Ça explique en partie qu'un malade donc stomisé, souvent il résiste à un traitement habituel ou bien il ne répond pas donc à ces traitements-là. Bien sûr, le patient doit toujours donc informer du médicament, de son état, et le médecin doit essayer d'expliquer par des réponses simples les différents phénomènes qui interviennent dans ce phénomène d'absorption et de pharmacocinétique chez le patient donc stomisé. Quelles sont les formes à conseiller ou bien ou au contraire donc à interdire chez les patients donc stomisés? En fait, il faut déconseiller tout médicament dont l'absorption est retardée, et en particulier les formes enrobées et les formes à libération lente. Chez un patient stomisé, règle générale, et en particulier un patient iliostomisé, qui a donc d'intestin gangrène, il faut toujours donc indiquer, il faut donc proscrire un traitement médical sous sa forme enrobée ou bien sous sa forme à libération lente. Le problème ne se pose pas avec un patient donc colostomisé, essentiellement colostomie distale. L'idéal pour un patient donc iliostomisé, c'est un médicament sous forme liquide ou absorption donc rapide. Ok, ça c'est très important. En pratique. On va se mettre donc dans une situation donc pratique, on va étudier les différentes classes thérapeutiques, on va essayer de répondre à différentes donc, questions qui se posent pour ces classes thérapeutiques. Le traitement le plus utilisé, le traitement donc le plus indiqué chez les patients, essentiellement dans le cadre d'une symptomatologie donc douloureuse ou autre, ce sont les analgésiques. Les analgésiques posent un problème pour le malade donc stomisé. L'exemple donc essentiellement ce sont pour les codéines. Ces médicaments posent ce qu'on appelle, ils vont donc ralentir le péristaltisme intestinal. Ils vont occasionner en quelque sorte une constipation pour les patients donc stomisés. Déjà, pour le patient normal, ils ont cet effet de constipation, c'est un effet secondaire qui est souvent donc bien toléré par les patients et ne pose pas donc beaucoup de problèmes. Donc, ces produits-là donc, sont les produits donc, à effet de constipant. Ça risque de poser un gros problème chez les patients stomisés. Ok? Je donne l'exemple donc le plus simple, les patients avec une colostomie. Ce sont des patients avec un risque important de constipation. C'est pour cela qu'on va utiliser donc un lavage colique. Donc, chez un patient colostomisé, l'idéal serait de ne pas indiquer un traitement constipant, en particulier donc les analgésiques. Ok? Par contre, chez un patient iliostomisé, c'est une stomie à haut débit. Donc, ces médicaments-là auront peut-être un effet thérapeutique bénéfique et souhaité.
Donc, au contraire, pour les analgésiques, ça pose un problème pour les colostomisés, peu de problèmes, voire même indiqués chez les ostomisés par leurs effets donc antidiarrhéiques. Les antibiotiques, donc la deuxième classe la plus utilisée dans la population en général, ça pose un petit problème, ça pose beaucoup de problèmes plutôt donc, pour les patients stomisés, et ça risque d'avoir un effet essentiellement sur la flore intestinale. Entre parenthèses, on dit une flore intestinale, ça profite, la bonne et l'autre donc mauvaise, où le traitement donc est indiqué. Et dans ce cas particulier, il y a un risque important de diarrhée suite à un traitement donc antibiotique chez les patients stomisés que chez les patients normaux donc non stomisés. Il est indiqué dans ce cas-là donc de donner un supplément entre parenthèses donc alimentaire suite à une cure d'antibiotiques, ce qu'on appelle les probiotiques. Ça permet donc de rétablir un peu donc la flore bactérienne, ça profite normal. Les antiacides, l'effet est très variable selon le type donc, de la stomie, selon donc, les molécules utilisées. On classe les antiacides entre autres. Il y a le carbonate de calcium, hydroxyde d'aluminium et la combinaison hydroxyde de magnésium et aluminium. Et l'effet thérapeutique ou bien les effets chez un patient stomisé sont totalement différents selon donc, la classe des antiacides. En général, un antiacide avec du calcium, il a un effet constipant. Ça c'est important, c'est physiologique. Un antiacide contenant le calcium a un effet constipant. Un antiacide avec du magnésium, au contraire, c'est un effet du diarrhée. Il va accélérer, donc il va entraîner donc une diarrhée donc, de type osmotique. Et un antiacide avec donc l'aluminium, c'est ça, donc essentiellement l'effet constipant. Ok? Ça donc chez un sujet normal. Souvent, cet effet secondaire ne pose pas donc de gros problèmes. Et le choix doit être un choix bien indiqué chez les patients donc stomisés. Ça dépend du type d'intervention qui a subi donc ce patient-là. Un patient avec un problème de sortie excessive, c'est-à-dire donc de diarrhée, entre parenthèses, donc il faut essayer d'utiliser, en rapport avec un antiacide à effet donc diarrhéique, il faut utiliser plutôt un antiacide à effet constipant et en particulier le calcium ou bien l'hydroxyde d'aluminium. Ça c'est important. Au contraire, en souffrant d'une constipation, il faut donner un médicament, un antiacide dont l'effet est essentiellement diarrhéique, par diarrhée de osmotique, en particulier dérivés de magnésium. Je répète, donc l'indication de l'antiacide dépend du type d'intervention et des signes rapportés du patient. Le calcium, c'est constipant, donc l'aluminium, c'est constipant, par contre le magnésium, ça a un effet donc, de diarrhée osmotique. Donc, chez les patients avec une constipation, on utilise essentiellement les magnésiums, des dérivés de magnésium. Chez les autres patients avec donc, diarrhée, on va utiliser les deux autres molécules, le calcium et l'aluminium, qui ont un effet constipant. Les anti-inflammatoires et l'aspirine, le patient stomisé semble être plus fragile qu'un sujet normal. Il donne donc plus de complications du type d'irritation, donc d'hémorragie. Et dans ce cas particulier, on a, entre parenthèses, donc l'avantage de bien surveiller donc, les selles à la recherche donc, des stigmates d'hémorragie, en particulier donc mélinar, qui nécessitent donc un avis spécialisé. Les diurétiques, actuellement, c'est largement indiqué chez les patients hypertendus, chez les patients avec une insuffisance rénale congestive. Ça ne pose pas de problème chez les patients avec une stomie digestive. Ça se pose essentiellement avec les patients avec une stomie urinaire. En fait, ce n'est pas vraiment un problème. C'est plutôt, il faut expliquer aux patients les risques qui peuvent donc subir avec le traitement diurétique. Donc, il y a tout simplement donc, un effet diurétique important. Et le patient constate qu'il a une diurèse donc plus que le normal. Il doit donc changer le sac plus souvent, tout simplement. Chez les patients iliostomisés, les diurétiques risquent d'aggraver une situation précaire, d'entraîner une perte hydrique supplémentaire et du trouble électrolytique supplémentaire. Donc, il faut faire attention chez les patients iliostomisés.
Le supplément de potassium, c'est souvent donc, prescrit avec le traitement donc, diurétique, donc les suppléments donc, en potassium ou bien au sodium. Et dans ce cas particulier, donc, il faut toujours donc, être vigilant concernant les patients iliostomisés devant le risque de devant le risque de troubles hydroélectrolytiques chez les patients donc iliostomisés. Le traitement antidiarrhéique, on a plusieurs classes donc, de traitement donc, antidiarrhéiques, peut-être utilisés chez le patient normal ou bien chez les sujets donc, stomisés. En effet, on n'a pas de problème avec l'imodium, qui est donc, le traitement le plus utilisé, mais pour les médicaments avec un antidiarrhéique, donc très important, chez un sujet donc colostomisé, il vaut mieux donc ne pas les utiliser, devant les risques de constipation important. Et bien sûr, on doit respecter toujours donc la règle générale, c'est qu'il faut utiliser un traitement sous forme liquide ou bien sous forme de comprimé à libération rapide chez les patients iliostomisés et chez les patients donc colostomisés, il vaut mieux donc utiliser, ou bien on peut donc tolérer l'utilisation des formes enrobées ou bien les formes à libération lente. Les laxatifs, donc le cas contraire de traitement de antidiarrhéique, les laxatifs sont parfois indiqués chez les patients donc iliostomisés et en particulier les patients avec une colostomie. Ok? Colostomie, je vous rappelle qu'il y a 4 grades, 4 classes donc, de laxatifs, les formes puissantes, les formes plus ou moins donc, lubrifiantes, en utilisant donc l'huile donc, minérale, et les agents avec un effet osmotique, et enfin donc, les laxatifs stimulants, comme l'huile de zit. Ces laxatifs sont peu utilisés chez les patients iliostomisés. Et si on les utilise, il faut être vraiment vigilant devant un risque important de perte excessive de liquide électrolyte par la stomie iléale. Ok? Donc chez ces patients, ce sont des patients à haut risque, donc à haut risque donc, de problèmes. Il faut être donc vigilant. Il faut compenser toute perte donc corriger toute perte donc électrolytique. Chez les patients donc iliostomisés, il vaut mieux utiliser donc les classes 3 ou bien les classes donc 4. Ok? Chez les patients colostomisés, le problème se pose moins, mais il faut toujours donc utiliser les formes HIFI, donc pas trop importantes. Si on veut essayer donc de voir un peu donc, la problématique et les particularités pharmacologiques chez les patients donc stomisés, il y a des règles générales à respecter chez les patients donc stomisés. Primo, le patient doit toujours consulter son professionnel de santé, c'est-à-dire son médecin ou son infirmier stomathérapeute, si le médicament donc, peut avoir, je dis bien, peut avoir un effet néfaste sur le tube digestif. Ça, c'est très important. Il faut toujours avoir ce contact, cet échange d'informations entre le médecin, plutôt le patient stomisé, le sujet stomisé, son médecin et surtout avec donc, son infirmier, donc stomathérapeute. Pour tout médicament pouvant avoir un effet, il ne faut pas attendre une complication pour parler donc, de ce médicament. Le fait donc, de donner un peu de plaintus, vous avez donc une réponse, un effet donc antidiarrhéique, un effet donc irritant, un effet donc laxatif. Il faut poser la question claire à son médecin ou bien son infirmier stomathérapeute pour avoir donc la bonne réponse. Ok? Le principe général est d'utiliser les médicaments qui ont moins d'effets indésirables, qui ont plus de recul. Donc on préfère chez un patient stomisé qui est un patient qui est sujet donc au risque d'utiliser un traitement très classique qui est connu depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, que d'utiliser un traitement qui n'a pas suivi donc les tests pharmacologiques nécessaires. Quels sont les médicaments qui posent un problème selon donc le type de stomie? Pour les stomisés, ce sont essentiellement les grandes pilules. Ok? Déjà avec l'aspect du médicament, la forme donc, du médicament, il y a des questions qui doivent être donc posées. Les grandes pilules, ça pose un problème. Les pilules orales,
Ça cause un problème de pression donc stomisée. Et iliostomisée, les capsules et les formes à libération lente. Donc, il faut informer le patient stomisé, plutôt le sujet donc stomisé, du risque important avec ces formes de médicaments, les grandes pilules, les formes donc enrobées, les capsules et les formes à libération lente. Ce sont les formes qui posent plus de problèmes, qui ont un effet thérapeutique moindre par rapport donc à un sujet donc normal. Les formes donc les plus adaptées, ce sont les solutions, les suspensions, les capsules de gélatine et les comprimés non enrobés. Ça c'est très important. Et si on a le choix de faire donc le choix entre deux médicaments, il faut utiliser donc ces solutions, ces formes de libération donc rapide chez les liostomisés. Pour les médicaments antidiarrhéiques, antibiotiques, ils sont heureusement disponibles sous les deux formes et on doit donc privilégier les formes à libération rapide. Il y a un test très facile à utiliser, ce qu'on appelle donc le test d'Elwin. C'est un test très facile qui permet de répondre en partie à la question est-ce que c'est le médicament donc le plus adapté ou non. Et ça consiste, c'est un test qu'on doit donc expliquer donc aux patients, qui peut donc le faire même à la maison. Tout simplement, il prend son traitement, bien sûr là je parle donc des pilules, biche liquide ou la suspension. Il va la mettre dans un verre d'eau pendant 30 minutes. Et il doit inspecter et vérifier donc les modifications physiques de cette pilule. S'il y a une dissolution pendant 30 minutes, apparemment c'est le bon traitement. Plutôt c'est un traitement qui est bien adapté. Si la pilule ou bien les comprimés gardent sa forme originale, ou bien avec un résidu très important, c'est un médicament qui risque de poser un problème, et en particulier chez le patient iliostomisé. C'est un test très facile, test donc d'Elwin, qu'il faut donc expliquer au patient et essayer donc de l'utiliser donc souvent avec toute nouvelle molécule dont on n'a pas donc un recul suffisant, dont on n'a pas donc suffisamment de données chez les patients donc stomisés. Il faut aussi faire apprendre au patient de chercher des traces du médicament dans son sac de stomy. Chose, je pense qu'on ne fait jamais. Essentiellement, je parle d'un patient iliostomisé. Juste par la palpation. Puis on va déverser la chose, on fait une étude microscopique. En palpant, essentiellement au niveau du fond du sac, on peut trouver donc des résidus, ou bien, voire même une pilule carrément taqaha, elle n'était pas donc digérée, elle n'était pas donc bien absorbée. Et ça, c'est très important. Et dans le cas pareil, il faut apporter cette information à son médecin ou bien son infirmier stomathérapeute dans le but soit de changer le traitement carrément ou bien de changer la forme donc du médicament utilisé. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'écraser cette molécule, la transformer, plutôt donc cette forme de médicament, la transformer en poudre. Allez. Parce que tout simplement, cette forme, elle est bien étudiée. On ne fait pas une forme à libération lente, plutôt une forme enrobée ou bien non enrobée, juste pour la forme. On le fait pour contourner ou bien passer facilement le temps digestif, le temps gastrique. Vous savez très bien qu'il y a donc des sucs digestifs, il y a des sucs donc acides au niveau donc de l'estomac, et la forme enrobée, c'est une forme en quelque sorte résistante à l'effet gastrique. Et si vous allez écraser de façon systématique tout médicament prescrit donc par le médecin, le transmettre donc en poudre, on risque d'avoir des médicaments non efficaces parce que tout simplement ils ont été donc détruits, il n'y a pas d'effet donc thérapeutique suite donc au passage gastrique. On peut faire ça, et d'ailleurs donc on l'écrase entre 2 cuillères, bouche graisse crochet, mais après un avis médical. Et un avis médical, bien sûr un avis médical donc spécialisé, et après vérification qu'il n'y a pas d'autres formes mieux adaptées pour la même donc, molécule. Ces principes il faut toujours donc respecter pour minimiser les problèmes avec les médicaments. Il faut utiliser souvent la forme donc, à des solutions donc, rapides, les solutions, les gélules et les formes enrobées et éviter donc les problèmes, donc les formes donc, enrobées ou bien à libération lente. Chez les patients donc colostomisés, le problème donc moins prononcé, il faut suivre plus ou moins donc, le modèle de l'uréostomie pour une colostomie proximale. Pour la partie distale, pas de problème.
Et bien sûr, j'insiste toujours donc, sur l'importance d'avoir donc ce contact continu, ce transfert d'informations, cette discussion entre donc, le médecin, entre le sujet donc, stomisé, le médecin ou bien l'infirmier stomisé, l'infirmier stomathérapeute. Et dans toute prescription de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, il faut donc rechercher et il faut donc essayer de passer par les différentes étapes, c'est-à-dire respecter donc la forme la plus adaptée, vérifier qu'il n'y a pas d'effet indésirable essentiellement donc digestif et chercher éventuels donc problèmes d'absorption type résidus ou bien comprimés éliminés directement au niveau du sac de stomie. Voilà un tableau qui récapitule donc un peu la problématique avec les différentes classes thérapeutiques selon le type de blastomie. Pour les laxatifs, les diurétiques, les corticoïdes, il n'y a pas de complication de colostomésie. Là, si on dit colostomésie, essentiellement une colostomie proximale. Parce que la colostomie distale, ça pose aucun problème. Okay? Le problème se pose essentiellement avec l'ileostomie, avec le risque de troubles d'hydratation, de troubles électrolytiques. Okay? Les antibiotiques, pas de problème avec la colostomie, mais il y a un risque de diarrhée chez les patients, donc l'ileostomisés, essentiellement par une action sur la flore intestinale, qu'il faut la restituer après donc une cure d'antibiotiques. Les contraceptifs oraux, c'est une question qui est très intéressante, essentiellement pour les hommes, ne pose pas de problème avec la colostomie. Ok? Mais pour les femmes, enfin pour donc, les personnes ileostomisées, rappelons que son absorption elle est proximale, donc ça pose peu de problèmes pour les ileostomisés, mais ça pose un problème essentiellement dans le cas du syndrome de l'intestin grêle. Ok? C'est la forme la plus avancée d'un problème donc intestinal. Souvent, ça se voit dans le cadre d'une maladie ischémique, post-traumatique ou bien inflammatoire vraiment très très avancée. Ce sont des patients où il y a une perte très importante donc, de l'intestin grêle distal. Les antiacides, il y a donc un risque de constipation essentiellement avec le colostomisé. Il y a donc un risque de diarrhée osmotique chez les patients avec une ileostomie. Les opoïdes, c'est la constipation. Le supplément en potassium, c'est surtout les patients ileostomisés avec des troubles hydroélectrolytiques. Et pour les vitamines, ça se pose essentiellement avec les vitamines B12 et les vitamines K chez les patients ileostomisés. Ok? C'est pratiquement donc les mêmes données, mais avec les références. Donc, là, on va parler d'un produit, d'un cas particulier. C'est concernant la prise médicamenteuse dans le cadre de lutte contre les odeurs. Donc, les odeurs chez un patient stomisé, essentiellement colostomisé, ça pose un vrai problème. C'est un problème, donc, c'est un problème qui risque donc de dégrader la qualité de vie chez ces patients. On a souvent recours donc, à utiliser donc, des médicaments comme le bismuth, charbon du bois, le complexe donc, de cuivre, dans le but donc, de diminuer donc, leurs effets, l'effet donc, néfaste en rapport donc, avec la colostomie bien donc l'ileostomie. Rappelons aussi que l'effet pathologique, que l'effet d'oxomité n'est pas stable, et ça dépend donc selon donc, la molécule, et qu'il y a un risque important de un effet donc thérapeutique non souhaité, c'est l'effet de constipation. Ok? Certains médicaments utilisés dans un but donc, de modifier, donc, de neutraliser un peu donc, les odeurs chez les patients ileostomisés, ça risque de donner donc constipation. Et souvent, les patients conçus pour une constipation sont rapportés cette notion de prise médicamenteuse. Pour lui, c'est un effet, donc c'est un médicament, plutôt c'est un supplément alimentaire, c'est quelque chose, donc un simple biodelisant. Ok? Donc c'est important de poser la question chez les patients colostomisés avec problème digestif, s'il prend ce traitement, ces traitements ou non. L'effet, c'est essentiellement avec les comprimés de bismuth, où il y a donc un risque de constipation, d'épaississement de sel,
Et pour les chlorophylline, donc c'est essentiellement un effet de diarrhée, un effet donc diarrhée osmotique. Là, je pense que j'ai fini la première partie, c'est la partie concernant donc la pharmacologie chez les patients, le plan pharmacologique chez les patients donc stomisés. Est-ce que vous avez des questions?